Là, si tu veux, t'es en direct d'un studio, donc du coup, il y a des comédiens qui rentrent, qui sortent. Et Pas de mal. tout va bien. On peut pas préparer le truc, mais par contre, on essaie d'être à fond dedans, dans tout ce qu'on entend, pour reproduire au plus fidèlement, sans trahir la VO. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire. C'est le dernier truc que j'ai enregistré du film, parce que j'ai gardé ça pour la fin, pour que si jamais je me casse la voix, qu'après, hop, c'est bon, c'est plié, c'est fait. Là, c'est très difficile. Très Ouais. difficile. Aujourd'hui, on fait l'un de mes films de guerre préférés, si ce n'est mon film de guerre préféré, Tu ne tueras point, un film de Mel Gibson très violent, sombre et viscéral dans les thématiques de sa filmographie habituelle, j'ai envie de dire. On rajoute un petit peu de religion et c'est du Mel Gibson tout craché. Il y a beaucoup de choses à apprendre, notamment sur les techniques de tournage. Et on a Donald Renew qui va intervenir dans la vidéo, donc merci encore à toi Donald. Bienvenue dans les Cinecdotes. Le film, il a eu un long parcours pour enfin être produit et tourné, et tellement long que Mel Gibson, il a pris des tonnes et des tonnes de rides, plus de 14 ans en réalité. Le scénario, il a envoyé à Mel Gibson en 2002, puis en 2012 et enfin en 2014, tant d'années avant que Mel Gibson accepte de faire le film, et c'est-à-dire qu'il en a tellement eu marre entre guillemets, vous m'avez compris, qu'en 2014, il a lu le script en un jour, et le lendemain matin, il était parti pour réaliser le film. Entre-temps d'ailleurs, à savoir en 2004, Terry Benedict il a réalisé The Consensus Objector, un documentaire sur la vie de Desmond Doss. Le film il a été produit principalement avant la mort de Doss et il révèle de nombreux petits détails qui ont été modifiés pour la sortie de Tu ne tueras point à Hollywood justement. Dans le documentaire, Desmond Doss il révèle que sa non-violence elle a été inspirée par une bagarre où son oncle et son père étaient tous les deux ivres et où une arme à feu a été impliquée, et non par le fait qu'il ait blessé son frère quand il était très jeune. La bagarre ne s'arrête pas là puisque la mère de Desmond donne l'arme à Desmond en lui demandant de la cacher, et c'est à ce moment-là qu'il s'est juré de ne plus jamais retoucher d'arme à feu. Et vous verrez tout à l'heure que c'est pas le seul fait qui est légèrement changé dans le film, et on verra ça avec l'intervention de Donald justement. Je l'ai pas dit depuis le début, mais Donald Renew c'est le doubleur d'Andrew Garfield et de pas mal d'autres mondes, mais vous le comprendrez après. Et si je vous parle de ce documentaire et son réalisateur Terry Benedict, c'est tout simplement parce que c'est lui, le réalisateur qui eut l'aval en premier de Desmond Doss pour réaliser quelque chose sur lui. Et oui, comme toute personne qui ne se considère pas un héros, il ne voulait pas avoir de documentaire ou de film sur lui, car il attribue ça plus à sa religion qu'à sa force intérieure. Mais bref, Terry Benedict, il obtient son accord en 2004, et c'est aussi lui qui obtient son accord en 2014, puisqu'il devient producteur du film. C'est une question qui est tranchée dans le film, mais en réalité on ne sait pas trop. À la fin du film, il est écrit qu'il a sauvé 75 personnes, sauf que lui, il en compte à peu près 50, et les témoins, eux, en comptent 100. Du coup, c'est le juste milieu qui a été choisi. Malgré la tuberculose qu'il a attrapée sur le champ de bataille et ses blessures qui ont évidemment laissé des marques psychologiquement et physiquement, Desmond Doss, il a eu une belle vie, et c'est tant mieux pour lui, il le méritait. Il a vécu heureux avec sa femme jusqu'à sa mort en 1991. Elle est décédée suite à un accident de voiture, malheureusement. Ceci dit, lui, il s'est remarié en 1993 jusqu'à sa mort en 2006, à l'âge de 87 ans. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas les seuls faits qui ont été changés. Desmond, il avait également une sœur aînée qui s'appelle Audrey, mais elle n'est pas présentée dans le film. Il n'a pas rencontré Dorothy alors qu'elle était infirmière dans un hôpital, puisqu'en réalité, elle est devenue infirmière seulement après la guerre. Ils se sont rencontrés lorsqu'elle est venue dans son église pour vendre des livres adventistes. Dans la vraie vie, elle était déjà dans le délire des adventistes, et elle comprenait parfaitement sa position et ses choix, quitte à finir en prison. D'ailleurs, il n'a pas manqué leur mariage parce qu'il était en détention, bien au contraire, il s'était déjà marié avant la guerre. Dans le film, une fois qu'il est autorisé à servir en tant que médecin, on voit directement la bataille d'Okinawa, mais en réalité, il y a eu 2 batailles avant, et du coup, on a l'impression qu'il est inexpérimenté, alors que pourtant, il a déjà fait la guerre. À la base, c'est Mel Gibson qui devait tenir le rôle du sergent Howell, mais il a préféré laisser sa place à Vince Vaughn, qu'il a personnellement choisi, pour se concentrer sur la réalisation du film. Il y a eu une petite coupure de caméra, donc à mon avis, c'est le bon moment pour vous laisser la place à l'interview de Donald Renew. Croyez-moi, il a plein de choses à vous apprendre. C'est parti! Du coup, outre ton parcours dans l'animation avec Titeuf ou encore Harold dans Dragon, tu es notamment la voix française régulière de grands noms comme Jesse Eisenberg, Paul Dano, Jonah Hill et Andrew Garfield, dont on va parler aujourd'hui, mais on y reviendra après. Et tu es aussi une voix récurrente de Channing Tatum et Joseph Gordon-Levitt, par exemple. Alors, est-ce que je peux te demander avant tout, qu'est-ce que tu penses du film Tu ne tueras point, en lui-même? Franchement, le film, il est ouf. Mais ça, c'est Mel Gibson. Il fait toujours des films un peu poignants et où il se passe des trucs vraiment avec le spectateur, où tu prends un gros coup de poing. Donc, ouais, c'est un film qui m'a marqué et que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Donc, ça fait partie des bons souvenirs avec cet acteur-là. Ok, bon, je suis content de voir qu'on partage le même avis et qu'on partage l'avis d'un petit peu tout le monde, de la majorité des gens. L'un des aspects justement qui a attiré Mel Gibson dans la réalisation de ce film, c'est qu'il contient un super-héros sans collant. Toi qui as interprété Spider-Man à l'écran et donc Desmond Doss aussi à l'écran, est-ce que tu l'as vécu comme ça, le tournage, comme un super-héros, ou comment tu l'as ressenti? Ouais, c'est un peu ça. En fait, c'est les super-héros. Il y a les super-héros du quotidien dans le monde d'aujourd'hui, et puis les super-héros quand il y avait la guerre et qu'ils faisaient vraiment des,
des exploits pour sauver des gens ou pour faire des faits de guerre. Ou ouais, il y avait tellement de façons dans ces moments difficiles de devenir un héros, et c'est encore plus vrai, c'est encore plus parce que bon, sur un Marvel, un truc comme ça, tu sais que c'est un film, c'est de la fiction, mais là tu sais que c'est ce qui a marqué le XXe siècle. C'était lourd, et donc du coup c'est encore plus vrai, on s'identifie encore plus, quoi. Pour moi c'est encore plus réaliste, et ça, ouais, c'est mieux que des films de super-héros, je trouve. Bon, je suppose que ça doit être plus compliqué, mais on va y revenir après, ça doit être beaucoup plus compliqué à interpréter. Mais si tu avais une préférence, qu'est-ce que tu dirais? Ouais, je pense que c'est pas le même chose. Tu Ouais. t'habites pas le personnage de la même manière quand tu fais un film sur la guerre qui doit être poignant, qui doit être sincère, que quand tu fais un, un super-héros avec tous les côtés un peu exubérants ou côté dramatique un peu poussé. C'est pas la même chose. Et puis surtout, quand on fait des films de super-héros, c'est généralement des films qui sont pas finis, où t'as pas les effets spéciaux, alors que là, bah, t'as quasiment la copie terminée comme le film a été fait, tu vois. Donc, tu vis pas le film de la même manière quand tu le doubles à ce moment-là. Ok, cool. Bah écoute, ça tombe bien, c'est une question qu'on aura juste après sur les techniques de tournage employées par Mel Gibson, justement. Andrew Garfield, il s'est particulièrement investi dans son rôle donc pour interpréter son personnage de Desmond Doss. Il a suivi une préparation qui est relativement approfondie. Il s'est rendu dans la ville natale de Desmond, mais également là où il a passé sa retraite, dans la maison dans laquelle il a grandi et celle où il est mort. Et du coup, je te disais qu'il avait, en gros, il avait à peu près retracé physiquement la vie de Desmond Doss, et surtout qu'il avait lu tous les livres qui lui ont été consacrés pour apprendre le plus possible à son sujet. Toi, quand tu vas doubler un personnage historique comme ça, est-ce que tu as une préparation particulière? Et même pour Desmond Doss, du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour te mettre dans la peau du personnage? Non, il n'y a aucune préparation. C'est des particularités du doublage, hein. C'est que véritablement, on on est sur quelque chose où il faut une immédiateté qui est requise pour se mettre dans la peau du personnage. La plupart du temps, on n'a pas vu le film avant. Desmond Doss, je savais juste que c'était un- quelqu'un qui avait vraiment existé. Donc, du coup, tu l'abordes pas de la même manière. Tu essaies vraiment de trahir encore moins que ce que tu fais habituellement. Mais c'est vrai que on peut pas préparer le truc, mais par contre, on essaie d'être à fond dedans dans tout ce qu'on entend pour reproduire au plus fidèlement sans trahir la VO. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire. Et d'autant plus quand c'est un film sur la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et que c'est une histoire vraie. Donc, ouais, tu fais attention à pas faire n'importe quoi, c'est clair. Cool, bah écoute, je te rassure, à mes yeux et aux yeux de beaucoup de personnes qui regardent les films en français, bah, t'es excellent dedans, donc franchement, félicitations à toi. Du coup, on en revient à Mel Gibson, qui a l'habitude de faire des films très violents et très viscéraux. Là, ça faisait un bail qu'il avait rien réalisé, et du coup, forcément, les méthodes de tournage, elles ont évolué entre ces films. Là, en plus de techniques assez innovantes, il y a vraiment des techniques particulières qui ont été mises en place pour ce tournage-là, et c'est d'ailleurs des techniques qu'on peut retrouver maintenant dans des films comme 1917, tu l'as vu? Ouais. Je l'ai pas vu, mais je compte le voir parce que ça me plaît ce genre de film. Bah voilà, en gros, il y a des techniques de tournage de Tu ne tueras point qui ont été réutilisées dans 1917. Et pour te donner un exemple d'innovation technique, par exemple, on a le principe de la boîte à bombes. En gros, c'est un espèce d'explosif qui est placé dans une boîte en carton qui est posée au-dessus du sol et qui contient des débris qui sont sans danger pour les acteurs, et donc ça propulse des débris dans les airs. Ça fait qu'au final, c'est beaucoup plus pratique pour réaliser des effets spéciaux parce que quand la boîte avait explosé, bon, tu as les débris, mais tu as aussi le flash lumineux qui produit une explosion en général. Et surtout, ça épargne un travail de post-prod qui est absolument monstrueux et qui est surtout très galère à faire. Et en plus de ça, si tu cumules ça avec les câbles de tirage, la réaction des acteurs, elle est d'autant Ouais, plus c'est terrible. réaliste. Et ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un tournage qui est plus viscéral. Toi, tu le ressens, ça, ou pas du tout? Ouais, mais ça transpire de l'image, c'est évident. Moi, le film, j'étais au taquet, hein, quand je l'ai fait. Et en plus, ce qui avait donné un effet qui était cool, qui était réel, c'est que je m'étais cassé la voix genre 2 semaines avant. Et donc, du coup, j'avais la voix qui était défoncée. Donc, j'avais une sorte de fragilité dans la voix, sans forcer, que j'ai amené grâce à ça. Donc, c'était un petit truc cool. Et je me rappelle que la scène où il est dans la prison et qu'il hurle, c'est le dernier truc que j'ai enregistré du film, parce que j'ai gardé ça pour la fin, pour si jamais je me casse la voix, qu'après, hop, c'est bon, c'est plié, c'est fait. Mais Ok, du coup, ouais, ça m'a, ouais, cette voix cassée m'a aidé à amener ce côté ultra sensible, et qu'amenait le film, qui était vraiment, il paraît vrai, le film, quoi. C'est très ouais. fort. On est bien d'accord. Du coup, toi, tu disais que quand tu l'as doublé, tout était terminé déjà dessus. Ouais, ouais, ouais.
quasiment comme la plupart des films. Enfin, la plupart, après, les blockbusters sont souvent pas terminés, ou alors ils nous cachent les images pour pas qu'il y ait des trucs de copyright, mais la plupart des films, entre guillemets, normaux arrivent quasiment terminés, parfois en noir et blanc, pour histoire qu'il n'y ait pas de problème de, de piratage, mais on a l'image qui est quasiment def, quoi. Ok, et c'est pas plus compliqué en noir et blanc de se mettre dans la peau du personnage? Non, c'est pas plus compliqué quand c'est en noir et blanc, c'est plus compliqué quand l'image est cachée, camouflée, pour pas qu'il y ait de piratage. Là, c'est très difficile. Très difficile. Ouais. Donc, du coup, on parlait tout à l'heure du personnage de Desmond Doss, où t'avais pas spécialement eu de renseignements ou quoi, t'as apparemment pas eu trop de consignes de la prod non plus. Est-ce que t'es au courant que ce qui se passe dans le film, c'est pas ce qui s'est passé en vrai? Est-ce que toi, tu t'es renseigné derrière ou pas du tout? Non, pas du tout. Là, D'accord. je t'avoue que j'ai fait mon taf sur le moment et que ça s'est arrêté là. J'ai juste vu les images du générique où on voyait le vrai Desmond Doss, mais c'est tout, hein. Ok, d'accord. Bon, bah, du coup, je vais peut-être t'apprendre un truc. Le film, comme tout film, évidemment, il a été légèrement romancé. Puisqu'en fait, Desmond, il n'est pas blessé ni évacué lors de l'assaut d'Hacksaw Ridge. En fait, il est blessé quelques semaines plus tard, lors d'une attaque nocturne près de Churi, qui est une ville d'Okinawa. Et en fait, ce qu'on voit dans le film, c'est qu'il repousse une grenade avec son pied, et ça, c'est bien vrai. Et au même moment, en fait, et c'est là que le film il change un peu les faits, il se prend des éclats d'obus dans les jambes, et donc c'est pour ça qu'il est blessé, hein. Il garde la blessure aux jambes, et évidemment, il n'est pas bête non plus. Et en gros, il a dû attendre 5 heures pour que les brancardiers ils puissent l'atteindre. Période pendant laquelle, comme il est infirmier, il s'auto-soignait tout seul, hein. C'est-à-dire que le mec est beaucoup trop chaud, tu vois. Ses propres blessures s'étaient pliées, 2-3 pansements et ça repart. Et du coup, il est récupéré par les brancardiers, évidemment il peut pas se lever, il est récupéré par les brancardiers. Et au même moment, les brancardiers ils sont attaqués par un char japonais. Ouais. Il y a un des brancardiers qui est gravement blessé, et du coup, ce qu'il fait Desmond, c'est qu'il saute de sa civière pour aller soigner le mec qui était plus blessé que lui. C'est Tu vois, énorme. Ouais, clairement, clairement. Et du coup, en gros, il insiste pour que les 2 brancardiers qui restent évacuent le 3e brancardier avant lui. Donc lui, il reste sur place un petit peu encore. Et du coup, en attendant le retour de la civière, ce qu'il fait, c'est qu'il rampe pour essayer de se mettre en sécurité. Le truc, c'est que pendant qu'il rampe, il se fait tirer dessus par des tireurs d'élite. Et évidemment, c'est pas facile la guerre, hein, on s'en doute bien. Il y a un soldat japonais donc, qui a eu d'os à plusieurs reprises dans sa ligne de mire. Mais en fait, chaque fois qu'il voulait tirer, l'arme, elle se bloquait. Tu vois. Donc c'est là que tu vois que ça participe encore au mysticisme du personnage qu'est Desmond Doss, et surtout au film très religieux que fait Mel Gibson. Finalement, Desmond, il se prend une place dans le bras, il se prend une balle, pardon, pas une place, et c'est une blessure pour laquelle il se fait une petite attelle à l'aide d'une crosse de fusil, tu vois, donc faut bien qu'il touche une arme. L'histoire s'arrête là, ensuite il est secouru. Donc c'est relativement différent de ce qu'on aperçoit dans le film. Et d'ailleurs, tu sais, à la fin du film, je sais pas si tu t'en rappelles bien? Et je l'ai vu récemment, ouais. Ah, cool, ok, d'accord. Et tu le regardes en VO ou en VF? Je l'avais jamais vu, j'ai voulu le voir en VF parce que je me doutais que je m'étais bien sorti pour les trips pour le faire, cette VF, et je voulais le voir au moins une fois. Donc il est passé à la télé il y a quelques semaines de ça, pendant le confinement, et, et je l'avais regardé à ce moment-là, en fait. Donc je l'ai vu en VF. Et satisfait? Ouais, ça va. Je suis pas gros fan de ce que je fais, mais ça va. Ok. C'est pas un massacre. Bon, cool. Du coup, tu sais, à la fin, il perd sa Bible et il arrive à récupérer sa Bible avant de quitter le champ de bataille. Le truc, c'est que dans la vraie vie, c'est pas du tout passé comme ça. Pendant qu'il rampait pour essayer d'échapper au sniper, il perd sa Bible à ce moment-là. Et en fait, il la retrouve pas de suite. Elle est renvoyée en fait par courrier à son domicile quelques semaines plus tard, parce que toutes les personnes de son, je sais pas trop comment on dit ça, tous ses frères d'armes en gros, tu sais, ceux qui étaient des détracteurs à la base, ils se sont tous mis en fait à la fin, une fois qu'il n'y avait plus la guerre, à le chercher dans le champ de bataille sa Bible. Et ils ont décidé collectivement donc de tout chercher, de récupérer sa Bible et de le renvoyer par la poste. Et c'est là qu'ils la retrouvent justement. Mais en fait, t'as spoil Hacksaw Ridge 2, quoi. Tu ne tueras point 2. C'est ça, c'est ça. Et tu vois comme ça, c'est un peu surréaliste. Et c'est pour ça que c'est pas dans le film, c'est parce que Mel Gibson, il avait très peur que personne le croie en fait, que ce soit peu crédible, parce que c'est tellement surréaliste que c'est vrai que ça paraît peu probable, quoi. Carrément, ça paraît très peu probable. Ouais, c'est impressionnant. Mais ça m'étonne pas. C'est vrai que quand c'est trop réel, alors que c'est des faits, quand c'est trop excentrique, alors que c'est des faits réels, tout le monde se dit, ouais, ils ont romancé, alors que c'est la vérité. Mais du coup, ouais, je pense il a bien fait de faire ça. Mais je te dis, peut-être qu'ils avaient préparé un 2 et que voilà, maintenant, bah, tout le monde connaît l'histoire, donc ils vont Ah, plus je voir suis le film à désolé, je cause de suis toi. désolé. J'évite de spoiler en général, je suis désolé. Peut-être que tu le doubleras et dans ce cas-là, tu n'auras pas de choix de le voir, hein. C'est ça. Bon, bah, merci beaucoup, Donald. Bah, c'était avec grand plaisir, en tout cas. Ouais. Merci. Je vois que tu étais hyper renseigné sur le truc et ça fait plaisir, en tout cas. C'est cool.
Peut-être à bientôt, sait-on jamais. Allez, avec grand plaisir. Et puis, à tout bientôt. Et bonne, je vais pas dire bon vent, mais en tout cas, je te souhaite le meilleur. Et merci à toi. Merci beaucoup de même. Ça Ciao. roule. Salut, ciao. Bon, voilà, j'espère que cette petite interview vous aura plu. Merci encore à toi, Donald. Et restez là car on a encore plein de choses à se dire. Et par exemple, on va parler de Teresa Palmer qui voulait tellement jouer dans le film qu'elle a enregistré son audition avec son iPhone et envoyé l'enregistrement brut pour point à Mel Gibson. Pendant 3 mois, c'était silence radio, pas une nouvelle. Et puis du jour au lendemain, il y a Mel Gibson qui débarque sur Skype en mode « Ok, Teresa, t'es prise ?» Sur Skype. C'est pas... Skype, c'est bon pour faire des interviews avec Donald Renew, pas pour engager des acteurs. Teresa Palmer, toute contente, qui débarque sur le plateau avec son iPhone avec lequel elle a enregistré son audition. Et là, elle va voir Andrew Garfield. Et là, elle commence à paniquer. Elle voit qu'Andrew Garfield, il a l'accent de Desmond Doss et qu'il reste dans son personnage, même en dehors des prises. Forcément, elle a donné le meilleur d'elle-même pour être à la hauteur. Et en parlant de casting, justement, dans le film, on a un acteur qui s'appelle Damien Tomlinson. C'est un soldat dans la vraie vie qui a perdu ses jambes en Afghanistan en 2009 suite à une explosion. Du coup, c'est une personne à mobilité réduite qu'ils ont engagé pour jouer une personne à mobilité réduite sur le tournage. C'est-à-dire que pendant la bataille d'Hacksaw Ridge, le personnage de Damien a dû reperdre ses jambes. Et lorsque la production a vu son interprétation dans le film, tout le monde a été très reconnaissant qu'il veuille bien rejouer un traumatisme pareil. Et surtout, tout le monde a été bluffé par la manière dont il l'a joué. Il explique aussi que Sam Worthington et Mel Gibson ont pris le temps de discuter avec toutes les personnes à mobilité réduite qu'il y avait. Il n'était pas tout seul, mais c'était le plus marquant en gros. Et il explique aussi qu'en tant que soldat, il sait très bien que ça leur tient beaucoup à cœur de pouvoir discuter et être apprécié comme ça sur le plateau de tournage. D'ailleurs, Andrew Garfield lui-même, il a déclaré en public qu'il avait trouvé extrêmement courageux de faire ça et qu'il avait jamais vu ça. Et du coup, sa présence pour lui, ça a été une véritable leçon d'humilité. On sait jamais si sa tête est commencé un peu trop à gonfler. Andrew Garfield, elle a dégonflé immédiatement. Et tant mieux. Bon, vu qu'on parle de soldats, parlons de bataille, et en particulier de champ de bataille, à savoir le champ d'Hacksaw Ridge, qui a été filmé en Australie, à Sydney exactement, dans une petite ferme laitière d'environ 100 mètres carrés. Des camions de fumée ont encerclé le périmètre pour s'assurer que tout le paysage qui ne ressemblait pas à la Seconde Guerre mondiale soit bloqué au niveau de la vue. Mel Gibson il a déclaré que les scènes de bataille elles ont été influencées par des cauchemars qu'il faisait lorsqu'il était enfant, parce que son père, Hutton Gibson, je galère à dire depuis tout à l'heure parce que Hutton c'est pas un prénom commun. Bref, du coup, Hutton, c'est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui s'est battu à Guadalcanal, et il racontait tout à Mel Gibson lorsque ce dernier était petit, et donc c'est de là que viennent les cauchemars. Surtout qu'il lui racontait tout ça avant de dormir, donc au moment de le border. En général, tu lui lis l'intro trop, ou alors Franklin fait passer l'AC, mais tu lui racontes pas tes meilleures histoires de bras qui volent dans tous les sens. Vous savez, à un moment dans le film, Desmond il doit retirer son bracelet parce qu'elle lui explique qu'il vise volontairement les médecins. C'est vrai. C'était l'une des mentalités japonaises à l'époque, c'était de cibler les médecins et les hommes des bars. Les hommes des bars, en gros, c'est les bars, vous savez, c'est les grosses, c'est les énormes mitrailleuses là, avec des énormes chargeurs. Comme ça faisait baisser le moral des troupes américaines et ils pensaient gagner plus facilement. C'est à ce moment-là qu'ils ont tous décidé de retirer leurs bracelets et les hommes des bars, eux, ils ont pris des précautions supplémentaires pour ne pas pouvoir être touchés, précautions qu'on ne voit pas dans le film, mais ça a grandement contribué à la victoire d'Hacksaw Ridge, donc des Américains, sur les Japonais. Afin de rendre les scènes plus réalistes, Mel Gibson il a personnellement acheté 2 appareils photo, donc portables, un peu comme des DSLR de 1500 $ chacun, qu'il a donné à des assistants réalisateurs pour qu'ils aillent se balader sur le tournage en prenant des vidéos. Voilà, pas d'infos supplémentaires. Hein. En tout cas, c'était son idée, du coup, il a tenu à payer avec son propre argent, même si à mon avis, la production, elle n'était pas à 3000 $ près. On va passer au vrac, et la première anecdote, c'est que le fils de Desmond Doss, il a assisté à l'avant-première mondiale avec les acteurs et l'équipe technique, et il a été ému aux larmes par la prestation d'Andrew Garfield et la représentation qu'il a faite de son père. Alors, je suis pas le fils de Desmond Doss, et déjà, moi, j'étais en goutte de front, alors lui, j'ose même pas imaginer. La première, elle a été faite au Festival de Venise en 2016, puisque le film est sorti en novembre 2016 en France. Figurez-vous qu'il y a eu une standing ovation de 9 minutes et 48 secondes. Si j'ai le timer exact, c'est pas compliqué, c'est parce que Mel Gibson l'a chronométré personnellement. C'est quel niveau de confiance pour sortir ton chronomètre au moment où il y a la standing ovation? Déjà, pour prendre ton chronomètre sur toi, en pensant qu'il va y avoir la standing ovation. Le film il a été tourné en 59 jours et il a fallu seulement 19 jours pour filmer les scènes de bataille, à savoir un tiers. Du coup, un tiers pour un tiers du film, ouais, c'est cohérent. Pas spécialement d'argument dans cette affaire-là. Non, il n'y a pas. Truc tout con, vous n'avez pas dû le remarquer, mais il n'y a pas un seul soldat américain qui est vu en train de recharger dans le film. Dans le film, il y a le fils de Mel Gibson qui s'appelle Milo Gibson, et entre Hutton le grand-père et Milo le petit-fils, ça fait une sacrée bande de Gibson. Il fait une apparition et c'est son tout premier rôle, l'anecdote s'arrête là. À l'exception de Vince Vaughn, le reste des acteurs majeurs et des seconds rôles sont soit nés ou soit ont grandi en Angleterre ou en Australie. Il y a une raison, c'est tout simplement parce qu'il galérait à avoir des financements, Mel Gibson, et que s'il avait assez d'acteurs australiens ou anglais, il avait des subventions du gouvernement australien. Desmond Doss dans le film, il a sa manière bien à lui de faire ses nœuds, vous savez, le fameux nœud en soutien-gorge dont Vince Vaughn parle, parce que c'est lui qui l'appelle comme ça, hein, c'est pas moi. Mais bref, tout ça pour dire que ce nœud, il porte un nom, il s'appelle le nœud en ligne de bowling espagnol. Je sais pas pourquoi ligne de bowling, et je sais pas pourquoi espagnol.
Bon, enfin, ça s'appelle comme ça. Hein. Je suis désolé, cette vidéo elle a été un peu longue. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire et votre meilleur abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné parce que vous êtes plein à ne pas être abonné. Puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si jamais il y a mon Twitter dans la description, donc venez, je suis grave actif dessus et ça serait trop bien qu'on puisse discuter. Ciao!